Vous écoutez l'épisode 173 du podcast Mes trucs de prof dans lequel je reçois Léa Zainoun pour décrypter ce qu'est une posture inclusive. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'espère qu'à vous aussi, c'est la posture inclusive. Je sais que c'est un mot qui est un peu partout en ce moment et que souvent on l'associe directement au handicap, mais en réalité, l'inclusion c'est beaucoup plus large que ça et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Léa Zainoun. Bonjour Léa. Bonjour Émilie, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là. Ravie de t'accueillir. Donc on s'est rencontrés sur LinkedIn il y a plusieurs mois d'ailleurs, et j'ai tout de suite accroché avec ton approche et ton engagement. Donc tu es passionnée par le lien social, notamment par la laïcité, sujet sur lequel tu partages énormément sur LinkedIn, et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait te contacter au départ. Tu es aussi passionnée de l'éducation, de la parentalité. En ce moment, tu es aussi doctorante, tu es formatrice et conseillère. Et le petit détail que j'ai compris très récemment, c'est que tu as été professeure des écoles. Oui, c'est vrai. J'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai commencé ma carrière dans des associations où j'accompagnais des personnes en situation de migration. J'ai fait ça pendant quelques années à Paris et puis ensuite j'ai eu l'envie de passer le concours de professeur des écoles et j'ai enseigné pendant 4 ans. J'étais toujours passionnée par les questions d'inclusion et en fait j'ai continué à travailler le lien qu'on pouvait avoir avec des populations qui n'avaient pas forcément la même culture que la nôtre. Et donc j'ai même en étant professeur des écoles, j'accueillais les parents qui avaient d'autres langues ou d'autres cultures que la culture française, qui venaient en classe présenter un petit peu leur parcours et leur histoire. Et j'ai aussi participé au dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Voilà, c'était vraiment des relations qui me tenaient particulièrement à cœur. Et ensuite, j'ai été chef de projet de la cité éducative à Perpignan pendant 1 an et j'ai eu l'envie de faire une thèse. Donc, actuellement, je ne fais plus partie de l'éducation nationale. J'ai démissionné et je suis doctorante et à côté, effectivement, j'ai des activités de formatrice. Ok. Donc, tu accompagnes dans ces activités de formatrice, tu accompagnes les personnes et les organisations aussi à retisser du lien et tu travailles autour de l'inclusion, de la laïcité. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui. Alors, j'ai 2 activités qui sont pour moi liées, mais parfois on n'arrive pas toujours à avoir cette relation-là. J'ai une activité qui est plutôt sur la thématique de la diversité religieuse et de la laïcité, où là, je vais accompagner surtout les professionnels et les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à s'approprier ce concept qui peut être parfois un petit peu délicat à comprendre et surtout à appliquer au quotidien. Et de l'autre côté, comme j'ai cette double casquette avec aussi l'éducation, j'accompagne les structures éducatives vers plus d'inclusion. Et comme tu l'as très justement dit, ma vision de l'inclusion, c'est pas une inclusion qui est seulement sur la situation des enfants qui seraient porteurs de handicap, mais plus largement, comment est-ce que l'école peut accueillir l'altérité. Donc ça peut être
des personnes qui, comme je l'ai dit, seraient allophones. Ça peut être le travail transversal qu'on a entre les professionnels de l'éducation et les parents, donc la coéducation, qui est mon sujet de thèse en sciences de l'éducation. Ça peut être vraiment tout ce qui va faire que l'école va venir s'enrichir des différences à la fois des élèves et des adultes qui participent à son fonctionnement. Ouais, c'est super intéressant. Et donc, du coup, c'est à l'aune de tout ça qu'on va parler aujourd'hui de cette fameuse posture inclusive. On va peut-être commencer par définir ce que c'est, ce qu'on entend par posture inclusive. Déjà, le mot posture, pour moi, c'est vraiment la posture, le fait, la manière dont on va aborder les situations, que ce soit en termes de pensée, dans nos têtes, ce qu'on en pense des situations en termes émotionnels et aussi finalement ce que ça va induire dans notre façon de faire, d'agir, de parler et d'interagir avec les personnes. Comment tu compléterais ça? Oui, tout à fait. Pour moi, la posture, elle se décline en 3 axes. Tout d'abord, c'est une façon de voir le monde. Et comme tu l'as dit, en fait, déjà, ça demande de changer de regard sur qu'est-ce qu'on entend par l'inclusion quand on est un professionnel de l'éducation. Ensuite, c'est incarner cette posture-là, parce que la posture, c'est avant tout un vocabulaire de physique, qui parle de notre attitude corporelle. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va incarner l'accueil de l'altérité dans notre quotidien de professionnel. Et ensuite, le dernier axe, ça va être l'axe de l'action. Quel projet, quelles actions au quotidien on va mettre en œuvre pour pouvoir faire vivre cette culture de l'inclusion avec les élèves et avec les adultes de l'école. Ouais. Donc c'est vraiment trois axes qui vont permettre petit à petit de mieux comprendre comment on incarne et comment on fait vivre cette posture inclusive. Si on commence par ton premier axe, la façon de voir le monde, tu parlais de changer de regard. Qu'est-ce que ça implique comme changement de regard d'adopter une posture inclusive? Alors c'est là où c'est pas toujours évident. Parce que en fait, ce qui se passe quand on est professionnel de l'éducation, ou tous les professionnels au sens large, c'est qu'on est vraiment happé par le quotidien, et on n'a pas toujours le temps ni les ressources pour décentrer son regard et prendre un petit peu de recul et de la hauteur sur nos pratiques. Donc c'est pas toujours évident. Moi, j'ai eu la chance de le faire parce que je me suis formée avec différentes certifications, notamment la certification en français langue seconde, parce que c'était justement cette appétence que j'avais auprès des cultures différentes. Et ça m'a permis de comprendre que, en fait, si on n'allait pas chercher cette information complémentaire sur comment est-ce que j'accueille des élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle, et en fait c'était vraiment traité de façon très superficielle par manque de temps, par manque de moyens dans la formation professionnelle continue. Et donc du coup, je me suis intéressée à la façon dont l'institution nous outillait en tant que professionnels sur l'accueil de la différence au sens large. Alors ça va être la diversité religieuse, la diversité d'origine, ça va être aussi la différence de genre, ça va être en fait forcément le handicap, les situations de santé au sens large, mais ça va être vraiment toutes les différences. Comment est-ce que les professionnels vont pouvoir être suffisamment outillés pour accueillir ça dans la classe? Et c'est là la grande difficulté. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où parfois on manque d'outils et on manque aussi de temps pour analyser correctement les situations qu'on vit au quotidien et dans lesquelles on peut se retrouver un peu démunis parce que on n'a pas été suffisamment formé dans notre formation initiale. Et en formation continue, on fait beaucoup de didactique, on va aborder des situations très concrètes de l'enseignement, mais pas toujours passe en classe dans les relations avec les élèves, et encore moins les relations avec les autres adultes éducateurs des enfants. Donc ça peut être les parents, comme ça peut être les animateurs en périscolaire, comme ça peut être d'autres structures qui interviennent en périphérie de l'école et qui viennent parfois même en classe pour dispenser des savoirs aux élèves.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est il y a vraiment de se rendre compte, de réaliser qu'en fait l'inclusion ou la posture inclusive, elle concerne tout un tas de domaines dans toutes les relations finalement. Et ce que tu dis, c'est vraiment un accueil, un changement de regard sur toutes les situations de diversité. À partir du moment où il y a de l'altérité, tu as utilisé le mot altérité, diversité, et c'est cette capacité aussi à faire preuve d'ouverture pour aller à la rencontre de cette différence, de cette diversité et de ce que ça peut générer chez nous. Et parce que ce que ça va générer chez nous, ça va avoir un impact sur notre façon d'interagir avec les personnes, de comprendre, de regarder, de lire les situations. Donc je trouve ça très intéressant de se dire que la première des compétences, enfin c'est de pouvoir se dire, de faire preuve d'ouverture, d'aller à la rencontre d'eux et d'identifier ces situations, peut-être cette situation d'altérité, de diversité, aussi diverses qu'elles sont. Oui, parce que souvent ces situations, elles sont invisibles en fait pour l'œil de l'enseignant qui n'est pas formé à repérer des situations qui pourraient du coup remettre en question l'acte professionnel qui va poser. Je vous donne un exemple assez parlant. Quand je me suis formée à la certification en français langue seconde, du coup, j'avais un peu ce radar en me disant qui sont les élèves qui sont allophones dans ma classe. Et puis aussi, pour passer la certification, on doit proposer un projet. Donc moi, j'avais un projet en éveil sur les langues et du coup, voilà, où les parents venaient partager un petit peu leur histoire et la richesse linguistique qu'ils portaient et qui était souvent invisibilisée en fonction des langues qu'ils avaient à la maison. J'avais un élève, il me semble qu'il était d'origine thaïlandaise, et en fait, c'était une classe de C1. Il avait beaucoup de mal à rentrer dans la lecture. Il avait des difficultés vraiment avec les graphèmes. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué pour lui. Et l'intention des enseignants avait été au CP de l'orienter vers un enseignant spécialisé. Alors qu'en fait, quand je suis allée poser des questions auprès de sa maman qui était intervenue en classe, elle expliquait que c'était un enfant qui avait pas le français comme langue maternelle et qui avait appris à parler un dialecte dont je me souviens plus, mais qui parlait très couramment à la maison. Même plusieurs dialectes étaient parlés à la maison, mais lui, il en parlait un en particulier et il avait appris à l'écrire. Et donc en fait, il était dans une situation où il était un peu en conflit cognitif entre tous. Bien sûr, c'était pas un alphabet qui était un alphabet latin avec des phonèmes qui étaient très différents des nôtres. Donc il se retrouvait dans une situation qui était quand même assez complexe à gérer pour lui, qui était complètement invisible pour l'enseignant. Pourquoi ? Parce que on n'a pas ce réflexe déjà de s'interroger sur qui sont les élèves dans notre classe qui ont une autre langue maternelle que le français. Et je trouve que cette question, sans vouloir non plus rentrer dans l'intimité des familles, parce que je comprends aussi que ça soit parfois délicat d'aller poser des questions qui sont personnelles et qu'on ne sait pas toujours comment se comporter dans cette relation avec les familles sans vouloir être intrusif. Mais en tout cas, même ça peut être une conversation qui peut être entamée avec les élèves et qui peut être valorisante pour tout le bagage linguistique et culturel qu'ils portent et qui n'ont pas la place d'exprimer dans l'école. Et cet élève, en fait, il s'est complètement épanoui à partir du moment où sa maman est venue parler en classe, parce que quelque part, il s'est senti accueilli dans sa complexité, dans la richesse de sa famille. Et c'était plus alors je dis pas que du jour au lendemain, il s'est mis à lire très très bien en français. Ça a pris du temps, bien sûr, mais en tout cas, il s'est senti peut-être plus à sa place. Et après, les élèves sont allés lui poser des questions, ils ont appris quelques mots. Et voilà, c'était un échange qui était devenu un échange réciproque et pas seulement je suis dans une situation d'apprentissage qui me met en difficulté parce que je socialise dans une langue qui n'est pas la mienne à la maison. Et donc, j'ai un peu ce double conflit de loyauté où d'un côté, je veux respecter les règles, et c'est normal, de l'école, parler en français, apprendre en français, socialiser en français avec les autres élèves. Et d'un autre côté, je perds toute cette richesse de ma diversité qui est fondatrice de mon identité, en fait. Et c'est le cas souvent pour des élèves qui viennent de pays où leur dialecte ou leur langue sont moins valorisées parce qu'elles sont un peu dévalorisées, en fait. Tout comme la place de l'arabe en France, on sait que c'est la langue qui est le plus parlée.
Et pourtant, en fait, dans la classe, jamais on valorise le fait que les élèves soient locuteurs de cette langue et toute la richesse que ça peut avoir aussi au niveau culturel. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu préconiserais comme petit geste, comme petite attention ou comme petit geste professionnel pour aller un petit peu plus sur ce point-là et cet exemple-là vers une posture inclusive? Alors pour moi déjà la base, c'est d'être dans une posture de curiosité. Ça veut pas dire de l'intrusion encore une fois, mais en tout cas d'être dans une posture ouverte où on va venir être dans le questionnement et dans l'accueil de ce qui peut parfois nous sembler être incongru ou pas à sa place dans la situation d'apprentissage qui est la classe. Et en fait de se dire que tout peut ensuite être objet de dialogue et d'apprentissage pour les élèves. Et qu'une situation, je sais pas moi, si par exemple 2 élèves sont en train de se parler en arabe dans une classe, il peut y avoir ce réflexe de dire non, on est en France, on doit parler en français. J'ai eu cette situation il y a pas très longtemps où en fait l'enseignant était en difficulté parce qu'il avait l'impression que les 2 élèves étaient en train de discuter de quelque chose et qu'ils pouvaient pas saisir. Donc il voulait en quelque sorte reprendre un petit peu le contrôle de la situation en leur demandant d'arrêter de parler cette langue et de repasser en français. Mais en fait ce qui se passait là, c'est que c'était un élève qui était en train d'aider l'autre à comprendre l'exercice et donc peut-être que l'objectif c'était pas un objectif linguistique où on était en train de faire une phrase parfaite en français, mais en tout cas c'était un moment qui était un moment d'entraide et de partage entre les élèves. Et peut-être que c'était juste ça qui était important à ce moment-là, et c'était de reconnaître le rôle de cet élève en tant que père dans la classe. Après, on est d'accord que la langue qui est la langue commune à l'école, c'est le français. Et il y a aussi cet apprentissage linguistique qui doit être fait, mais c'est pas obligé que ça soit dans toutes les situations, à toutes les minutes, à tous les instants. Et aussi, les élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle, parfois ont besoin de petits moments de répit. Parce que pour eux, ça peut être aussi extrêmement fatigant, en fait, d'être tout le temps en adaptation, parfois en suradaptation, d'une langue qu'ils maîtrisent plus ou moins. Voilà. Donc après, bien sûr, ça dépend du temps de scolarisation en France, ça dépend de leur âge, ça dépend de plein de choses, de leur capacité aussi à apprendre rapidement. Mais voilà, c'est pour avoir conscience aussi qu'en tant que professionnel, on a le regard qui est en fait le geste un peu normé, mais que parfois, juste d'être dans cette curiosité, de comprendre ce qui se joue là pour les élèves, ça peut permettre de prendre un petit peu de recul et de se demander, ok, est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment gênant ou pas qu'il y ait une interaction dans une autre langue que le français. Et peut-être à la limite, ça peut être même un moment d'apprentissage en classe en disant « Ah, vous avez parlé en arabe, est-ce que vous pouvez nous apprendre 1 ou 2 mots en arabe et comment est-ce qu'on aurait pu dire cette phrase en français, par exemple ?» Et là, du coup, on est en train d'exploiter cette situation et d'en faire un moment qui peut être utile et intéressant pour tous. Ce que j'adore dans ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, on voit que la deuxième partie de ton discours, c'est comment on peut faire, mais que ce n'est possible que s'il y a eu avant, ce que tu disais tout à l'heure, ce changement de regard. C'est parce que pour une même situation qui est 2 élèves ont parlé en arabe dans la classe, en fonction de ce que je me raconte de la situation, je peux plutôt brimer et essayer de, comme tu disais, de reprendre le contrôle et de dire, voilà, peut-être même de gronder les élèves, c'est pas comme ça, on est en France, on parle en français, ou alors basculer dans cette posture inclusive avec un esprit de curiosité, d'ouverture qui va me permettre de lire la situation autrement, de questionner, d'aller questionner peut-être qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire ou qu'est-ce qui se passe, etc., pour pouvoir ensuite proposer une alternative, soit de valorisation, c'est super de parler une autre langue, c'est génial, et quitte à poser l'écart à ce moment-là et dire là c'est pas forcément approprié, mais voilà, ou de pouvoir de pouvoir en tout cas accueillir cette situation différemment. Donc vraiment ce changement de regard est nécessaire. Oui, je pense, et c'est pas évident parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément accompagné dans cette démarche-là. L'inclusion, c'est vraiment la façon dont on va accueillir la diversité, quelle qu'elle soit. En fait, il y a plein de façons d'accueillir cette diversité. On peut être, comme tu l'as dit, dans le refus, dans le blocage,
voire dans la violence, hein, entre guillemets, le fait de gronder ou le fait de réprimer le comportement, de punir même, ça pourrait être. Enfin, j'ai jamais eu ce cas, mais j'imagine que ça peut arriver, des enseignants qui punissent les élèves parce que ils parlent pas en français, parce que on se retrouve dans une situation d'être un peu démunis. Donc là, ce que moi j'ai envie de bien expliquer, c'est que c'est pas forcément la faute du professionnel qui n'est pas outillé ou qui n'a pas les ressources à sa disposition pour faire mieux en fait. Il fait comme il peut à ce moment-là dans son état de sa pratique et de sa posture. Et peut-être ce qu'on peut faire si on n'a pas la possibilité, parce que ça prend aussi énormément de temps de se former, de faire des certifications complémentaires, etc. Donc, il faut être dans cette démarche et on n'est pas toujours en capacité de le faire. Mais peut-être que c'est possible aussi d'ouvrir sa réflexion en se documentant. Il y a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition, y compris sur EduSchool, hein, qui sont des ressources accessibles à tous les enseignants, qui présentent justement des premiers actes ou des premières pratiques, des premiers outils qui peuvent être mis en place en classe et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'organisation. Oui. En fait, moi, vraiment ouvrir le regard, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est déjà de vous dire, OK, dans ma classe, qui sont mes élèves? Et en fonction du profil des élèves, je ne sais pas s'il y a plutôt des élèves qui sont porteurs de handicap ou s'il y a des élèves qui ont l'air d'avoir d'autres langues maternelles ou je ne sais pas s'il y a un élève qui a une situation de santé un peu dégradée et qu'il y a besoin d'accueillir ça et d'en parler en classe. C'est vraiment de faire ce petit effort-là, d'aller se renseigner sur comment est-ce que je pourrais accueillir ça et lui faire de la place en classe. On est bien d'accord, c'est impossible d'individualiser tout. Surtout quand on a une classe entre 25 et 30 élèves, et je veux pas non plus que ça soit culpabilisant si on le fait pas, parce qu'on le fait en fait en fonction de ses ressources et de sa disponibilité à la fois émotionnelle et intellectuelle à ce moment-là. Mais en tout cas, la rentrée, ça peut être un bon moment pour être dans la curiosité du profil des élèves, et puis d'essayer par des micro-gestes, de leur montrer que en fait ils ont tout à fait leur place en classe, et même que ça peut être une richesse pour les autres, parce que ça permet de réfléchir en enseignement moral et civique, ça permet de faire des projets qui peuvent même être sur l'éveil aux langues, par exemple. Ça peut être même des projets qui permettent de faire de l'apprentissage linguistique. Donc, en fait, tout peut être opportunité après pour apprendre et pour créer ensemble. Mais ça nécessite que l'enseignant ait ce petit décentrage du regard et qu'il ait cette réflexion sur comment est-ce que maintenant je peux venir incorporer ça dans ma pratique. Voilà. Ouais, c'est super. Donc là, tu as parlé en termes d'inclusion, de ce qui concerne la langue, ce qui concerne la santé, ce qui concerne le handicap. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont concernés par cette posture inclusive? Pour moi, tous les pans de l'identité en fait en font partie. Ça pourrait être la question du genre, évidemment. Ça pourrait être aussi la diversité religieuse des élèves qui pourrait être l'objet d'une réflexion, sans bien sûr rentrer dans l'enquête quelle est votre religion, parce que c'est pas le but de l'enseignant d'aller venir questionner là où les enfants n'ont pas envie de s'exprimer, mais en tout cas ça peut être l'objet de débats ouverts comme des débats philo par exemple, où on vient s'interroger sur OK, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui croire, comment est-ce que moi je me définis par rapport à une religion? Est-ce que je sais ce que ça veut dire déjà une religion? Et ça peut faire l'objet de discussions qui sont des discussions où les élèves s'expriment librement sur leur regard à eux. Et là encore une fois, l'enseignant il est plutôt en posture d'accueil et d'ouverture, sans indiquer vraiment le chemin aux élèves ou la façon dont ils devraient se comporter en classe. Voilà. Oui. Il y a beaucoup je t'interromps parce qu'il y a beaucoup justement de réticence et on voit que parfois justement au sujet de la laïcité, les enseignants ne savent pas comment se positionner par rapport à ça, et cette posture d'accueil elle est pas forcément facile, et ça demande vraiment, on parlait de posture
pour moi, la posture, c'est vraiment quelque chose qui s'adopte intentionnellement. Donc, il y a vraiment ce moment où on doit se mettre dans cette posture d'accueil, de neutralité, mais aussi de non-rejet. Et parfois, il y a une confusion entre la neutralité et le rejet de tout. On tait, on ne dit rien, on n'en parle pas. Alors que on peut accueillir les propos des élèves de manière neutre, sans dévaloriser quoi que ce soit et sans s'impliquer non plus. Oui, alors là, on bascule dans le deuxième pan, qui est plutôt la façon dont on va venir incarner en fait cette posture inclusive. Et pour moi, c'est avant tout le renforcement des compétences psychosociales des enseignants et des élèves. C'est-à-dire que autant dans le premier axe, on va être sur un axe de tête, comment est-ce que je vais comprendre la situation avec une analyse plutôt systémique, en comprenant qu'il n'y a pas seulement une façon de vivre l'inclusion, mais qu'en fait, elle se déploie dans tous les domaines de l'identité et que c'est plutôt une curiosité intellectuelle qui va nous permettre d'ouvrir notre regard. Mais une fois qu'on a fait ça, ça ne résout rien en réalité, parce que on peut comprendre intellectuellement ce qui se passe sans être en capacité d'accueillir. Donc là, on va passer dans la deuxième phase, qui est plutôt comment est-ce que je vais prendre soin des relations que j'entretiens avec les élèves et avec les autres adultes, pour pouvoir, désamorcer en amont les conflits qui pourraient gangréner le climat scolaire et qui pourraient faire que finalement on va aller plutôt dans une logique de l'escalade, des tensions, voire des conflits qui peuvent être au début entre deux élèves ou entre l'élève et l'enseignant, et puis après qui peuvent se déployer à l'échelle de l'école ou de l'établissement. Donc là, à mon avis, ça se joue d'abord à ce niveau relationnel-là. Donc moi, ce que je préconise, encore une fois, il faut quand même rappeler que les enseignants ne sont pas particulièrement formés à la communication avec les élèves, et encore moins avec les autres adultes. Donc c'est pas évident d'arriver avec cette posture inclusive naturellement. Pour moi, c'est quelque chose où ça nécessite quand même une formation, parce que ça nécessite de la pratique. On peut pas se dire tout seul, je vais mettre en place cette posture inclusive et ça va arriver tout seul, du jour au lendemain, je vais avoir des résultats concrets. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça demande vraiment au quotidien de mettre en place une qualité d'écoute et une qualité aussi de parole, une parole impeccable un peu, où on va être très attentif à la qualité de la relation et à pas la dégrader. Et donc, en fait, on va se tromper. Très régulièrement, on va se tromper, on va avoir des propos qui peuvent être maladroits, et en fait, c'est pas grave, parce qu'on est dans cette intention d'améliorer sa pratique progressivement. Et donc, on va être un peu en essai-erreur, en réajustement permanent. Moi, un outil que j'adore et que je déploie dans des ateliers avec des parents, mais aussi avec des professionnels de l'éducation, c'est une approche qui s'appelle l'approche parler-écouter, d'Adèle Faber et Hélène Masvich. C'est deux Américaines qui ont déployé des ateliers entre pairs aux États-Unis dans les années 70-80. En fait, elles étaient parties en tant que maman, elles avaient 3 enfants chacune, et elles étaient parties parce qu'elles en pouvaient plus de leurs enfants, elles étaient en difficulté, elles avaient plus de solutions, elles étaient complètement démunies, et du coup, elles se sont dit, on va suivre un groupe qui était institué par un psychologue. Et en fait, elles ont fait ça pendant 10 ans. Chaque semaine, elles allaient voir leur groupe de pairs et elles ont fait des ateliers. Et en fait, elles se sont rendues compte qu'en tant que parents et en tant que professionnels, c'est la même chose. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on a des compétences un peu naturelles, mais qu'on n'arrive pas suffisamment à exploiter. Parce que on n'en a pas conscience. On les fait de façon inconsciente. Et pour elles, cette approche montre que les deux façons les plus fondamentales d'avoir une relation de qualité, c'est de parler et d'écouter. Donc voilà, d'où le nom de l'approche. Pour vous donner un exemple assez concret, et ça va vous paraître être un acte très simple et un peu anodin, mais il est vraiment fondamental. Quand on accueille une parole qui nous plaît pas, donc là ça pourrait être, je sais pas, dans le contexte d'une classe, ça pourrait être un élève qui parle de sa conviction religieuse, et en fait moi en tant qu'enseignant j'ai l'impression que ça a pas du tout sa place, et je me sens un peu activée par ça, un peu en réaction. En fait, au lieu de réagir tout de suite en réprimant le comportement ou en posant des questions ou en
réagissant pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Là, en fait, on va se sentir un peu acteur du processus. Et une première façon de faire, ça va être vraiment de montrer à l'élève qu'on l'écoute attentivement. Et là, la petite magie qui s'opère, c'est que, en fait, l'élève, il a l'opportunité d'aller au bout de sa pensée. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure sur les élèves qui parlent en arabe entre eux, où on peut se dire, c'est un peu un séparatisme dans la classe, j'ai pas envie d'accepter ça. En fait, on se rend compte de l'intention qu'il y a derrière ce comportement. Et c'est de ça dont on va pouvoir parler. Et du besoin peut-être qu'a l'élève. Donc, j'écoute attentivement, parfois sans un mot. Parfois, j'écoute attentivement en faisant juste un ah. Et en fait, rien que ces petits mots, ça va permettre à l'enfant d'aller plus loin. Si ça nous paraît vraiment trop difficile à mettre en place, parce que parfois aussi les enseignants, c'est difficile pour eux de se taire. Ouais. C'est pas évident d'écouter silencieusement et avec attention. Il y a une habileté qui est très simple à mettre en place, c'est de refléter l'émotion ou le sentiment qu'on suppose que l'enfant a, que l'élève a. Donc par exemple, si l'élève dit, je sais pas moi, je me sens discriminée parce que on peut pas parler de religion en classe. Au lieu de dire mais non, mais de toute façon à l'école c'est pas la place de parler de religion, ou mais non pas du tout, t'es pas du tout discriminé, j'accueille tous les comportements en classe. Ou là on est un peu dans la justification. En fait on va juste venir refléter en disant tu as l'impression tu te sens vraiment discriminé, c'est difficile pour toi. Oui. Et là l'enfant il va se sentir accueilli. En fait c'est cette posture de l'inclusion, c'est la posture de l'accueil des émotions qui est vraiment un levier qui est sous-estimé parce qu'on n'est pas formé en tant qu'enseignant, mais aussi parce que voilà ça va vite. On est dans l'interaction de la classe, on est en train de déployer notre programme dans un temps limité. On a plein de choses dans notre tête, la charge mentale de l'enseignant qui fait que on pense en même temps au PAI, au rendez-vous avec les parents après, à l'exercice de maths qu'on n'a pas eu le temps de faire hier, qu'il faut qu'on mette dans les devoirs. Mais du coup, pour moi, on loupe à ce moment-là l'interaction fondamentale d'humanité profonde qu'on peut avoir avec les élèves, qui est de OK, je suis dans une relation avec toi, j'accueille ton émotion. Et du coup, je vais pouvoir proposer une situation derrière qui va répondre vraiment à ton besoin. Et ça va venir désescalader en fait les conflits qui pourraient être mis après, parce que je sais pas, après l'élève va venir en disant mais moi de toute façon mon prof m'aime pas, il me discrimine parce que j'ai pas une religion qui lui plaît. Et en fait là il part dans les tours, il part tout seul parce qu'il s'est pas senti inclus, il s'est pas senti accueilli. Et l'enseignant aussi part dans les tours dans sa tête, et en fait ça permet de clarifier pour tout le monde les intentions de chacun, et ça permet à l'enseignant de se réajuster et donc d'ajuster sa posture. Et ça évidemment que je te rejoins à 1000%, parce que cette posture d'écoute, cette capacité à écouter, on la retrouve en communication non violente, on la retrouve dans la posture de coach, on la retrouve partout, et c'est vraiment essentiel en fait de pouvoir, et ça demande du self-control, ça demande de la conscience de soi, et ça demande, c'est pour ça quand tu parlais de compétences psychosociales des élèves et des enseignants, c'est exactement ça, ça demande de se voir faire, de reconnaître la situation, parfois de pouvoir suspendre son jugement, j'ai un épisode dessus, suspendre son jugement, et de pouvoir s'entraîner, se forcer à écouter. Et ça, c'est un exercice en soi de réussir à écouter sans intervenir, sans réagir ostensiblement, et juste de laisser la place à l'autre pour pouvoir entendre ce qui est dit. Oui, parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent en fait en classe, et c'est là où je pense qu'aujourd'hui on doit changer de regard, parce qu'on se retrouve en difficulté en tant que professionnel, les élèves se retrouvent en difficulté en tant qu'élèves, les parents se retrouvent en difficulté aussi en tant que parents. Donc en fait là chacun est un peu en difficulté. Pour moi c'est la nécessité vraiment de recréer ce lien, un lien de confiance, et ça passe justement par l'accueil de ces émotions. Si vraiment on est trop en difficulté, que ça nous démange de dire quelque chose, en tant que professionnel, ce qu'on peut dire aussi, c'est comment on se sent nous. Mais pas d'être dans le jugement, comme tu l'as dit, de suspendre son jugement, c'est très juste. Pas d'être dans l'imposition d'un comportement, vraiment d'être dans j'exprime l'émotion que ça me fait d'entendre ce que tu me dis là. Ça me rend vraiment triste d'entendre que tu te sens discriminé en classe.
parce que c'est pas mon intention, par exemple. Et là, en fait, l'élève, il va aussi entendre ce qui se joue pour nous. Ça, c'est une première chose que j'avais envie de dire. Une deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que attention, parce que je sais aussi comment ça peut être reçu, ce genre de propos. Attention, ça veut pas dire qu'on accueille tous les comportements des élèves. C'est-à-dire que autant on peut accueillir l'émotion qui va exprimer, autant on peut aller creuser le besoin qui est sous-jacent et qui est vraiment un peu quand si on descend dans l'iceberg, qui est fondamental à venir explorer parce que c'est ça qui va après permettre d'avoir des comportements et des relations qui sont plus vertueuses. Mais ça ne veut pas dire qu'on accueille tous les comportements. Si le comportement il est en contradiction avec les règles de l'école, les règles de vie ensemble, dans ces cas-là, on doit être dans la sanction. Et on ne doit pas tout accueillir non plus. Ouais. Voilà. C'est vraiment important. Ouais, et t'as bien raison de le préciser parce que là on est vraiment en train de parler de cet accueil de l'altérité et de la diversité pour avoir une posture inclusive et que chacun se sente accueilli, se sente à sa place et valorisé dans la richesse de sa diversité. Mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'on est dans cette posture-là tout le temps. Et encore une fois, une posture, ça s'ajuste et ça s'adopte en fonction de la situation. Oui, et puis pour moi, il y a une différence vraiment très importante à faire entre la personne et son comportement. C'est-à-dire que on est des êtres humains qui vivons ensemble, qui avons un projet de société ensemble, parce qu'il y a tellement d'enjeux qui nous pendent au nez. Là, on a des enjeux climatiques, des enjeux politiques, des enjeux socio-économiques. Vraiment, c'est complexe. Et les élèves qu'on est en train de former à devenir des citoyens pour demain, en fait, ils vont faire face à tous ces enjeux-là. Donc, on a besoin de renforcer leurs compétences psychosociales aussi, mais on ne peut le faire que si on est modélisant. Exactement. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on accepte le comportement, comme je le dis, parce qu'il faut aussi qu'ils comprennent les règles de vie en société. Et donc, c'est à nous, en tant qu'éducateurs, de bien poser la limite entre « je t'accueille, toi, dans ton identité », cependant, je réprouve ce comportement parce que il va venir nuire ou il va venir en contradiction avec nos règles de vivre ensemble. Et ça, il faut vraiment être très au clair sur ça. Parfois, ça demande un petit retour sur soi-même, une petite prise de recul. Et il faut se sentir vraiment, je dirais, légitime à le faire. Parce que parfois, je sais qu'aussi les enseignants peuvent se dire « Ah mais là, peut-être que si je vais avoir ce comportement, je vais discriminer ». Avec cette peur de se dire « Mais l'autre, il va recevoir ça comme une offense parce que il est déjà discriminé dans la vie en général et donc du coup j'ai pas envie de rajouter ce poids-là, je le comprends et du coup je vais être peut-être plus permissif avec cet élève-là. Mais en fait non, parce que c'est important d'être garant de ce cadre et d'être dans un cadre qui est le même pour tous et pour toutes. Donc autant les élèves, ils peuvent avoir des différences, il peut y avoir des ajustements en fonction de leur situation, mais par contre d'être très attentif à respecter le cadre commun qui nous est donné. Et c'est le cas pour la laïcité, c'est le cas pour d'autres règles de vivre ensemble qui s'appliquent en classe et qui sont un peu comme un microcosme dans lequel on va venir déjà s'exercer à la vie en société après, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, on était dans le deuxième axe sur comment incarner cette posture inclusive au quotidien. Donc, on a parlé de l'accueil avec comment ça pouvait se mettre en place et les limites que ça pouvait avoir. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce deuxième axe, d'autres gestes que tu voudrais ajouter? En fait, sur la posture, ce que je voulais dire aussi, c'est que comme tu l'as dit, on n'est pas sur quelque chose de linéaire. Comment dire ? Il faut aussi être très tolérant vis-à-vis de soi-même en se disant je dois accepter de pas être parfait et de pas être modélisé tout le temps. Sinon, on est dans la culpabilisation en permanence et en fait, on fait comme on peut aussi en tant que pro. Donc, je pense que c'est juste important d'avoir ça en tête qu'on fait de son mieux. Et c'est énorme parce qu'on a cette conscience qu'on a envie, on a l'intention d'accueillir l'élève comme il est. Ouais. Et aussi de prendre conscience que nous, on est dans une situation en tant qu'enseignant qui est une situation un peu de pouvoir, qui est une situation de domination de l'élève. Pourquoi ? Parce que c'est l'enseignant qui a la maîtrise du temps, qui a la maîtrise du programme,
c'est l'enseignant qui dispense les savoirs, c'est l'enseignant qui est le garant des règles de vivre ensemble. Ça c'est très très schématique parce que bien sûr tout le monde est garant de ce cadre, mais en tout cas c'est important d'avoir en tête cette posture-là et que cette situation-là. Et donc quand on est dans une situation de posture inclusive, ça demande aussi parfois de lâcher un petit peu prise sur cette dimension un peu de, on va dire de verticalité, d'asymétrie, voilà, de verticalité qu'on peut avoir avec les élèves, et donc de changer de regard aussi sur qu'est-ce que l'élève peut m'apporter et qu'est-ce qu'il va m'apporter en tant que personne aussi, parce que je vais être curieux, parce que je vais apprendre des choses, parce que je vais l'écouter, et en fait je vais apprendre des choses sur eux, sur la vie, mais aussi des choses sur moi-même. Et donc c'est tout un processus qu'on n'aura jamais fini d'accomplir. En réalité, on va pas se dire du jour au lendemain, ça y est, j'ai ma posture inclusive, c'est bon quoi. Non, mais c'est important de l'avoir en tête. En fait, c'est aussi un chemin qui doit nous guider. C'est un peu un horizon. Et du coup, en fait, dans cette dimension-là, on se reconnecte vraiment aussi avec nous-mêmes et avec le sens qu'on peut avoir dans notre métier. Parce que là, on n'est pas juste dans la gestion des élèves, dans la gestion de classe, on est vraiment sur la qualité de la relation éducative, au sens fondamental du terme. Évidemment, je te rejoins parce que voilà, on est sur de la conscience de soi, de la connaissance de soi, qui va nous permettre. Et puis ça, c'est enchevêtré, c'est-à-dire que ça va nous permettre de mieux ajuster notre posture et en même temps cette capacité à être curieux, ouvert, ça va venir enrichir notre connaissance de nous-mêmes. Donc c'est hyper puissant de pouvoir commencer à toucher du doigt ça. Et comme tu dis, c'est tout au long de la vie, ça se développe et c'est hyper intéressant de préciser parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'aller vers de l'autocompassion. Tu parlais de culpabilisation, de culpabilité plutôt qu'on peut ressentir quand on se met la barre trop haute. Là, voilà, on fait de notre mieux et le fait d'avoir l'intention comme tu l'as dit au début de l'épisode, d'être en essai-erreur, de dire je vais me tromper, mais justement comme j'ai l'intention derrière je vais pouvoir revenir dessus, avancer, réparer, rectifier, ajuster, et c'est ça qui va permettre cette flexibilité, qui va permettre d'être inclusive, d'avoir cette posture inclusive du mieux qu'on peut en fait. Tout à fait. Il y a un petit moment où en fait on se voit agir et on se voit échouer. Et ça c'est normal, je le dis parce que en fait c'est le moment vraiment où là le professionnel se dit mais j'y arriverai jamais. Il y a tout le poids du monde qui tombe sur ses épaules en disant mais c'est trop dur en fait d'être modélisant tout le temps. Et ce moment, juste je le dis pour ceux qui peuvent le vivre à un moment, c'est un moment normal. C'est parce que on est maintenant conscient de ce qui se passe. Et du coup, avec la conscience, vient ce sentiment que ça va être difficile. Mais brique par brique, petit pas par petit pas, en fait, en intégrant ça dans notre pratique au jour le jour, on va arriver vers plus d'inclusion. Donc, faut pas lâcher prise, faut pas lâcher l'affaire à ce moment-là. Faut vraiment se dire, ok, c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller et ça va peut-être prendre du temps, mais j'y vais quoi. Voilà. Exactement. Et plus on est conscient, en fait, plus on est conscient de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est normal que ça paraisse complètement vertigineux à un moment donné. Et c'est cette acceptation que c'est un processus, que c'est mouvant et que c'est toujours en réajustement qui va permettre d'accepter aussi ça. Tout à fait. Donc là, on était dans le deuxième axe, donc premier axe qui était plutôt dans la curiosité, l'intellectualisation, enfin comprendre en fait toutes ces diversités, l'altérité. Le deuxième axe, comment on l'incarne au quotidien. Troisième axe, plutôt tourné vers l'action. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire ? Alors, pour moi, c'est un axe qui est très important parce que c'est un axe qui va permettre la transformation. Je m'explique. Quand on comprend avec notre tête, finalement c'est un processus qui est très interne, c'est entre moi et moi-même. Quand je rentre en relation et que j'incarne plutôt cette posture inclusive, je vais être au niveau du relationnel. Mais ça va pas forcément avoir cet effet entraînant auprès des autres. Là, moi, ce que je vise dans ce troisième axe, c'est vraiment une transformation qui dépasse la situation, en fait. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est comment est-ce que je vais me saisir d'une difficulté pour en faire une opportunité d'apprendre et justement, c'est parce que cette difficulté est apparue que je vais pouvoir avoir une situation beaucoup plus enrichissante
que si cette difficulté n'était pas apparue. En fait, voilà, souvent on se dit c'est l'encéphalogramme là plat, il se passe rien. Oh là, il y a un problème. Mais en fait, ce problème pour moi, c'est un signal. C'est un signal que on peut aller plus loin. Ouais. Et c'est pas un signal de difficulté à mettre sous le tapis. Je suis pas à l'aise en parlant de religion, je suis pas à l'aise en parlant de culture parce que je maîtrise pas et ça me fait un petit peu peur de me faire dépasser par peut-être des parents qui viendraient en classe pour parler de leur histoire et je sais pas ce qui va être dit, j'ai pas la maîtrise de ça. En fait, ça nécessite de lâcher prise. C'est ce qui me venait en tête. C'est pas évident, c'est pas évident. Moi, je comprends complètement parce que j'aime bien contrôler les choses, j'aime bien quand les choses sont structurées. Mais en fait, la posture inclusive, dans l'action, j'ai un peu cette image du roseau. C'est-à-dire qu'on doit être ancré dans ses racines. Et ça nécessite pour ça d'avoir un peu fait du travail sur soi, comme tu l'as dit, de confiance de soi-même. Et en même temps, la souplesse. Je peux pas me dire à chaque fois que je vais faire le même projet ou la même séquence pédagogique pour parler. Alors, admettons, je sais pas, on veut faire on veut parler de laïcité ou de convictions religieuses avec les élèves. C'est pas évident parce que on a ce climat de peur, on n'a pas toujours les outils, on sait pas toujours comment parler, puis même on n'est pas soi-même au clair avec ce qu'on pense de tout ça, donc ça demande quand même. Admettons qu'on ait quand même fait tout ce travail-là, on peut pas faire une séquence pédagogique qui serait toujours la même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin d'être dans le terreau de la classe. En fait, on doit être dans ce qui émerge. Ouais. Pour ça nécessite de lâcher prise et de voir ce qui émerge. Ça veut pas dire qu'on laisse les discussions aller dans tous les sens sans maîtriser le cadre. Donc le cadre, il peut être posé, mais ça peut être un cadre qui soit suffisamment distant mais ferme pour que les élèves soient contenus en fait dans ce qu'ils vont dire, mais libres d'exprimer ce qu'ils ressentent, leurs inquiétudes, leurs besoins par rapport à tout ça. Et donc c'est à partir de cette matière-là qu'on va ensuite travailler à un projet qui va être vraiment ajusté aux besoins et aux questionnements. Parce que sinon, on dit, alors la laïcité, c'est ça. En classe, on peut croire ou on peut pas croire. On peut porter un signe religieux à condition qu'il soit pas un signe qui montre de façon ostensible son appartenance. Bon, et en fait, on est dans la mise en conformité avec le cadre. Mais on n'est pas dans vraiment transformer ces situations en ressources qui seraient des ressources qui seraient utiles pour l'élève toute sa vie et pour la classe parce que ça va venir générer comme discussion et comme partage. Donc cette image que j'aime bien utiliser, je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Moi je connais pas, donc je veux bien que tu m'expliques. Je t'apprends. C'est pour moi c'est une grande source d'inspiration, même si vous allez voir ça n'a rien à voir avec la classe. En fait, c'est un art de la céramique japonais. Donc, vous avez un bol qui est brisé en plusieurs morceaux. Au lieu de venir ou le jeter à la poubelle, ou le recoller en essayant que vraiment ça ne se voit pas qu'il était cassé un jour, ce que font les artisans japonais, c'est qu'ils vont venir rajouter dans la résine de la poudre d'or. Qui va venir montrer en fait les veinages qui révèlent ces fractures. Et donc l'objet qui va être issu de ce travail artisanal, ça va être un objet qui va être encore plus beau que l'objet initial. Et c'est pas en ayant masqué la fracture, la difficulté, c'est vraiment en se saisissant de cette fracture pour rendre l'objet plus intéressant, plus beau, etc. Donc je pense que c'est un peu cette posture que le professionnel doit viser. C'est un peu métaphorique, mais c'est vraiment important, je pense, d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que si je mets les fractures sous le tapis, la colère gronde. C'est ça. Ou la soumission, parce que en fait, il y a ces deux aspects. Parfois, il y a des élèves qui juste en fait suivent bêtement le cadre. Alors là, peut-être je vais avoir des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit, mais en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'école, soit on crée des enfants qui sont soumis parce que ils appliquent bêtement le cadre sans le comprendre, qu'ils écoutent l'adulte, qu'ils suivent l'emploi du temps que l'éducation nationale leur a imposé. Et en fait, pour eux, ça sera très difficile plus tard quand il faudra être autonome.
parce qu'ils vont se retrouver sans savoir comment maîtriser leur emploi du temps, sans savoir comment prendre des notes. Enfin bon, voilà, vous savez comment ça se passe quand on sort du lycée. Ou alors, on crée des enfants qui sont rebelles parce que justement, ils comprennent pas ce cadre et du coup, leur façon de réagir, ça va être la colère et ça va être la colère contre les autres élèves ou contre les adultes ou contre eux-mêmes. Parfois, ça peut être aussi un comportement de sabotage. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on a besoin de renforcer ce sentiment de compétence des enfants, d'être autonome, d'être résilient dans un monde qui est en multicrise et dans lequel il sera toujours nécessaire de s'adapter et de pas avoir une posture figée pour toujours. Et donc pour moi, c'est ça, c'est que l'enseignant, encore une fois, il doit être modélisant dans sa posture inclusive. Il doit montrer comment est-ce qu'on peut faire quand on a une fracture pour en faire une force. Et que ça soit inspirant pour que les élèves aussi soient en capacité de le faire quand ça leur arrive dans leur vie personnelle ou quand ça leur arrive dans leur vie relationnelle avec les autres. Voilà. Ouais. Et donc, concrètement, si je prends un exemple de comment est-ce que ça pourrait se passer, j'ai pris l'exemple que je connais, ça va être, par exemple, des séquences où on va venir faire de l'éveil en langue. Donc, on va permettre à chacun de prendre sa place, de présenter des mots de sa langue, voire des comptines, l'alphabet, voilà, de lire des livres dans sa langue s'il est lecteur. Et là, en fait, on va le mettre en position où il va être acteur, où il va être ressource pour les autres. Et ça va être valorisant pour lui. Ça peut être aussi quand les élèves sont en situation de handicap. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'élève qui est en situation de handicap, au lieu de le mettre en position où bon allez, on fait comme on peut parce que on sait pas trop comment gérer cette situation pour toi et en fait on adapte dans la mesure du possible, mais on n'est pas formé donc c'est compliqué. Non, est-ce qu'on pourrait pas plutôt se dire ok, toi, comment est-ce que tu vois la classe? De quoi tu as besoin, par exemple, les aménagements qui sont pour toi, et de se rendre compte que ces besoins-là, peut-être qu'ils sont partagés par d'autres qui sont pas forcément en situation de handicap. Et que là, on va se dire, je sais pas moi, on a besoin d'avoir une place plus grande entre les tables pour pouvoir circuler plus facilement. Et pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ce standard-là pour repenser l'aménagement de la classe, où il y a des moments où, je sais pas moi, si c'est un élève qui a des difficultés, par exemple auditives, les aménagements qu'on fait pour lui, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter pour le faire à d'autres élèves ou que les élèves participent même à la façon dont les séquences vont être produites, pour que finalement même des élèves qui sont pas dans cette situation d'être malentendants, mais en fait ça leur bénéficie aussi parce que c'est un autre type d'intelligence qu'on va venir travailler à ce moment-là. Et là, ça devient une ressource. Ouais. Ça devient une opportunité d'apprentissage et c'est plus un problème qu'on traîne là toute l'année en se disant je sais pas comment gérer une situation qui est compliquée pour moi parce que il y a un besoin que j'arrive pas à satisfaire, et ça me met en situation d'échec aussi en tant qu'enseignant parce que je sens bien que je suis pas le plus pertinent et je sais pas comment mieux faire quoi. Et ça peut m'épuiser aussi mentalement d'être dans cette posture là. Ouais. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de lâcher prise, là, on voit qu'il y a aussi cette idée de lâcher prise sur tout dépend de moi. Il y a que moi qui peut trouver des solutions. C'est aussi s'ouvrir à ça, à ce que les autres peuvent apporter pour enrichir la situation. Et puis l'image là du kintsugi, c'est ça, kintsugi, oui, kintsugi. L'image du kintsugi, c'est une belle image aussi pour parler de l'état d'esprit de développement et de se dire comment on peut rebondir sur les difficultés, les situations un peu difficiles, les échecs pour aller chercher le cadeau derrière ou l'apprentissage ou comment on peut grandir ensemble, même dans la communication, même dans un conflit, comment on peut grandir ensemble en mettant ces petites cette dorure pour recoller les morceaux qui magnifie en fait cette situation qui a été à un moment donné difficile, même émotionnellement, quand les choses se brisent, mais qu'on peut garder aussi cette confiance pour pouvoir aller mobiliser des ressources pour se dire ok, comment à l'image du kintsugi, comment je peux aller faire de cette situation difficile quelque chose de mieux derrière. Oui, ça va être l'objet de ma prochaine newsletter. Donc, ça va être un sujet d'exploration. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ça à la fois à l'échelle intime. Comment est-ce que nous, nos propres brisures, nos propres fractures personnelles sont l'occasion de nous réinventer, de trouver notre place. Mais je pense aussi que c'est un processus qui est collectif
et dans lequel en fait on va pouvoir aussi venir réparer, transformer des fractures qui sont des fractures sociales, des fractures qui sont profondes en réalité. Et la classe, c'est un collectif. Et donc, parfois, il y a des incidents entre des élèves, ou il y a des incidents aussi entre les enseignants et les élèves. Et en fait, on essaye de faire comme si ça n'était jamais arrivé, ça s'était pas passé. On passe à autre chose parce qu'on a envie que tout le monde passe à autre chose. Mais parfois, ça n'est pas possible. J'ai une situation à partager si j'ai encore un petit peu de temps. Une fois, j'étais enseignante dans une classe de CM2 et il y a eu l'intervention d'une policière en classe pour venir parler des violences sexistes et sexuelles. Et la situation n'a pas été abordée directement par la policière, mais on en est venu à parler d'inceste. Et là, il y a eu un élève qui a dit moi ça me fait penser à tel élève de CP qui a dit que il se passait ça dans sa famille. Et là, la policière a dit, on était à la fin de la séance, elle a dit ah oui bon, fin de l'histoire. Ok. Donc elle était mal à l'aise en fait. Elle ne savait pas comment réagir clairement dans cette situation. Et donc moi, il trouve que j'étais un petit peu formée et sensibilisée à ces questions. Donc on a clôturé la séance avec les élèves. J'ai pris un petit peu de temps, même s'il était un vendredi à 15h et que tout le monde avait envie de partir en week-end. Il n'y avait pas de direction dans l'école. C'était un petit peu compliqué de gérer ça toute seule. Mais voilà, j'ai pris les élèves, on a discuté de ça. J'ai recueilli la parole et j'ai fait un signalement dans la foulée. Et en fait, après, il a fallu la semaine suivante rediscuter de ce qui s'était passé, dont on n'avait pas eu l'occasion de parler parce que c'était le dernier moment. Tout le monde ne parlait que de ça. Tout le monde ne parlait que de ça dans la cour. Tout le monde ne parlait. Évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait dans ces cas-là? On fait comme si on pouvait faire du français et des maths. Non, personne n'est en capacité de travailler à ce moment-là. Donc, en fait, il faut se saisir de ça, même si ça demande énormément de courage, parfois, d'inconfort. Ça génère de l'inconfort pour nous. Mais il faut avoir ce courage de le faire parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir traiter ça en profondeur et sensibiliser, expliquer qu'est-ce que ça veut dire une situation d'inceste, montrer que ça a été pris en charge par les adultes et que en fait ils peuvent s'appuyer aussi sur les adultes de l'école pour déposer, parce qu'en fait les élèves savaient cette situation depuis plusieurs mois. Elle n'avait jamais été révélée en fait par aucun élève. Donc comment dire, quand cette parole elle est déposée, c'est aussi savoir l'accueillir et puis savoir montrer qu'ils peuvent avoir confiance et que ça va être traité d'une façon avec respect en fait, que leur parole va être traitée avec respect. Et bon, c'est ce qu'on a fait. C'était pas parfait, mais c'est ce qu'on a fait. Et puis après, c'est revenu plusieurs fois sur la table. Et puis au final, voilà, la situation a été traitée quoi. Mais il y a un petit exemple pour montrer comment ça peut être l'objet de sensibiliser toute la classe à cette question plutôt que de dire ah bah non en fait on n'en parle pas, ça dépend, c'est pas le sujet du jour quoi. Ouais. Et c'est intéressant parce que là c'est un exemple en plus assez intense et donc ça montre que chaque situation peut permettre de faire ça. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir passer vite sur les conflits, passer vite sur les situations inconfortables parce que ça génère de l'inconfort. Et le petit gap, le petit levier, c'est de se demander comment on va un peu plus loin, comment on s'en sert en fait, comment on s'appuie dessus plutôt que de le mettre sous le tapis. C'est ça. Après, juste là, je ferai une petite parenthèse pour dire attention, si vous ne vous sentez pas en capacité de le faire, demandez à quelqu'un d'autre. Parce que pour plein de raisons, peut-être que j'ai pas la ressource là pour accueillir cette parole, pour structurer les débats, pour le transformer en projet. En fait, il n'y a pas non plus d'injonction à faire de chaque conflit une source d'opportunité de transformer le collectif et l'individuel. Je pense que c'est aussi important à ce moment-là de s'écouter et de dire est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Et peut-être que ça va pas être moi, peut-être que ça va être le directeur ou un autre enseignant, ou que je vais faire intervenir quelqu'un d'autre de l'extérieur pour le faire parce que je me sens pas en capacité. Et c'est important de dire au moment je ne peux pas et de poser ses propres limites parce que sinon on est dans une course effrénée et en fait on s'oublie et peut-être qu'on va pas bien le faire parce que c'est pas dans nos compétences du moment. Et c'est OK aussi. Voilà, je pense que c'est important de préciser. Merci pour cette précision. Très importante.
On a balayé ces trois axes-là pour conclure finalement cette posture inclusive. On a parlé de curiosité, on a parlé d'intention, d'émotion, de pouvoir l'incarner et s'en saisir pour aller un peu plus loin, de réparer avec des dorures. Comment toi, tu aurais envie de la résumer avec cette écoute et cette ouverture aussi qu'on a évoquée, cette posture inclusive? Eh ben, je sais pas si je vais résumer, mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de le prendre avec joie et de pas le prendre comme un devoir supplémentaire à faire, mais plutôt d'être dans cette, un peu ce lâcher prise joyeux de, on va voir ce qui se passe et même si j'échoue, bah c'est pas grave. En fait, moi aussi, j'aurais appris quelque chose. Donc de tester et puis de se laisser porter par ce que la classe aussi va vous apporter. Super. Merci infiniment Léa pour cet échange qui a été hyper riche, hyper inspirant. Comment peuvent te retrouver les personnes qui aimeraient voir un peu plus de ton travail, te suivre? Alors sur LinkedIn principalement, où je publie régulièrement et où vous pourrez retrouver un peu l'actualité à la fois sur cette fameuse newsletter que j'espère sortir à la rentrée septembre 2025. Vous retrouverez le lien et puis aussi toute l'actualité que je propose sur l'éducation et la laïcité en général. Super. Eh ben, merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous, en discuter avec vos collègues, vos élèves ou même chez vous avec vos amis, votre famille. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, merci beaucoup, Léa, encore. Merci beaucoup, Émilie, pour l'invitation. Merci pour votre écoute. Après Gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.